Une Ulysse dans une école, quelles conséquences? Un premier poste en Ulysse, quelle organisation? Qui sont ces élèves à accompagner? Quel climat au sein de l'équipe? Sera-t-on confronté à plus de conflits qu'auparavant? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe, mais en fait, c'est facile. Vous allez voir. Les Ulysse Écoles, unités localisées pour l'inclusion scolaire en primaire, sont organisées pour répondre aux besoins des élèves en situation de handicap que les enseignants de l'école accueillent dans leur classe, souvent sans formation spécifique. Ça peut vraiment faire peur de penser qu'on ne saura pas gérer l'élève, gérer la classe, gérer les apprentissages. Et aujourd'hui, pour en parler, nous accueillons Adeline Michel, alias Un tour en Ulysse, dont le livre coécrit avec Fabienne Ramon est sorti aux éditions Retz. Bonjour Adeline. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Je suis coordonnatrice Ulysse. Je suis enseignante spécialisée depuis plus de 15 ans maintenant et j'enseigne dans une petite école du nord-est de la France. Alors une Ulysse, qu'est-ce que c'est ? Les Ulysses, ce sont des unités localisées pour l'inclusion scolaire. L'Ulysse, ça n'est pas une classe. Ce sont des dispositifs qui sont implantés au sein des écoles élémentaires. Donc là, on parle d'Ulysse-école. Au sein des collèges, on parle d'Ulysse-collège. Et au sein des lycées, on parle d'Ulysse-lycée. En fait, ça remplace les anciennes classes. Il existe différents types d'Ulysse qui sont classés selon le handicap, en fait, des enfants qui y sont accueillis. Moi, pour ma part, je travaille en Ulysse TFC. Donc TFC, c'est pour troubles des fonctions cognitives. Ça veut dire que les troubles sont variés, hein, ça peut aller du trouble 10 en passant par la déficience, l'autisme, etc. On va avoir des Ulysses plus spécifiques sur TFM, par exemple les troubles des fonctions motrices, des Ulysses spécialisés dans l'autisme, des Ulysses Tesla qui sont des Ulysses pour les troubles du langage. Et comment l'Ulysse s'intègre à l'école? Qui organise son fonctionnement? Les Ulysses, en fait, elles sont gérées par le coordonnateur de l'Ulysse, mais elles sont sous la direction du directeur de l'école. Donc c'est lui qui va assurer le bon fonctionnement de l'Ulysse au sein de l'école. Du temps des CLIS, les enfants étaient scolarisés dans la CLIS, et puis ils allaient de temps en temps faire un projet, participer à telle ou telle séance dans la classe ordinaire. C'était à l'enfant de s'adapter. Aujourd'hui, on fait le choix inverse. On demande à la société, et donc à l'école, de s'adapter au handicap. C'est à elle de proposer, d'adapter l'environnement, d'adapter les apprentissages, d'adapter les supports, d'adapter l'attitude de l'enseignant vis-à-vis de l'enfant porteur de handicap. On va se dire que ces enfants sont éducables, qu'ils peuvent progresser. L'enfant est dans sa classe et il vient dans le dispositif pour y travailler quand ce qui est travaillé dans sa classe est hors de sa portée, malgré les adaptations, malgré les aménagements qu'on aura proposés. C'est des choix qui se font en équipe. L'idée, c'est de coordonner, de tisser une espèce de toile entre l'Ulysse et toutes les autres classes de l'école. Et pour toi, comment s'organisent tes interventions ? Moi, pour ma part, par exemple, je travaille à mi-temps dans le dispositif, c'est-à-dire que j'y suis le matin pour travailler les compétences spécifiques avec les enfants. Et l'après-midi, on a libéré des temps pour que je puisse aller dans les classes ordinaires pour faire de la co-intervention, de co-enseignement. Donc il y a une dimension de travail d'équipe qui est extrêmement importante. C'est pour ça que je dis que l'Ulysse, elle est vraiment au cœur de l'école. Alors ça a été possible de mettre ça en place chez nous parce qu'on a fait le choix d'harmoniser les emplois du temps. Dans les missions du coordonnateur, il y a ce qu'on appelle la mission de personne ressource. Donc j'ai aussi un peu cette mission-là auprès des autres enfants qui ne relèvent pas d'Ulysse mais qui sont les enfants à besoins spécifiques, à besoins particuliers. Donc pour eux aussi, je peux apporter mes connaissances, mon aide et je vais travailler de concert avec les collègues pour harmoniser un petit peu tout ça et rendre cette scolarisation la plus optimale possible. Et est-ce qu'en Ulysse, on est confronté à des problèmes de comportement plus importants que d'ordinaire ? Je dis pas que les problèmes de comportement ils sont inexistants, parce que c'est inhérent à tout groupe d'enfants, en fait. Tous les collègues vous le diront, voilà, en Ulysse comme ailleurs, on a des problèmes de comportement. Alors après, en Ulysse, on a aussi un groupe qui est plus restreint. On limite aussi les conflits puisqu'il y a un peu moins d'interaction, puisqu'il y a moins d'enfants. En plus, on est plus d'adultes parce que parfois il peut y avoir une AESH co, donc collectif pour l'ensemble du dispositif. Le problème de comportement de groupe, c'est plus dans les classes ordinaires parce que le grand groupe génère parfois ça, mais ça du coup ça n'est pas inhérent
aux élèves qui relèvent du LIS. Par contre, dans les individualités propres, effectivement, on peut avoir des problèmes de comportement au sein de l'ULIS, mais qui ne sont qu'une réaction à une difficulté. On a des enfants qui vont avoir des difficultés d'ordre relationnel parce que les compétences sociales ne sont pas forcément bien développées, parce qu'ils n'ont pas non plus les codes sociaux pour pouvoir se comporter correctement dans un grand groupe, pour pouvoir réagir face à leurs propres émotions. Donc il y a tout un travail qui peut être fait à la fois dans la classe de référence, mais aussi au sein du dispositif pour les accompagner, pour gérer les émotions. Il y a des problèmes de comportement qui sont liés aux troubles dont l'enfant souffre, hein, évidemment. On essaie d'être au plus près de leurs besoins, on essaye de les accompagner pour rendre l'apprentissage en classe de référence le plus adapté possible, pour qu'une fois de retour dans sa classe, on va avoir anticipé finalement les difficultés qu'il pourrait y rencontrer. Du coup, forcément, on va réduire les frustrations. Mais comment définit-on les besoins et les profils de chaque élève ? Dire qu'on fait comme les collègues de l'ordinaire, hein. En début d'année, on évalue son groupe, on évalue ses élèves individuellement, de manière régulière aussi, parce que ça va être important en fait de faire des observations qui vont être ciblées, quotidiennes, régulières, à la fois sur les compétences qui sont travaillées dans le dispositif, mais aussi sur ce qui est travaillé dans la classe ordinaire, en termes de compétences sociales et en termes de compétences scolaires. On peut faire le choix de laisser les enfants participer pendant une semaine ou 2 semaines complètement immergés dans leur classe de référence à temps complet. Et le coordonnateur dans ces cas-là va aller observer l'enfant dans la classe et il va dresser une première analyse, il va faire un premier bilan sur les difficultés, les réussites de l'enfant, tant sur le plan scolaire que au niveau des relations, du comportement, etc. Donc on peut faire un premier état des lieux en observant l'enfant directement dans sa classe de référence. Dans d'autres écoles, on va faire le choix de partager l'emploi du temps, de faire une partie au sein du dispositif et puis une partie en classe de référence. Mais ça, dès le début de l'année, c'est important que l'enfant se sente appartenir à ce groupe classe-là. On ne peut pas garder les enfants en ULIS pendant 3 semaines et puis ensuite seulement commencer à les mettre dans la classe de référence. L'appartenance au groupe, elle se crée dès les premiers temps. On va refaire après individuellement des évaluations plus scolaires, au même titre que les collègues de l'ordinaire. On va faire des évaluations diagnostiques. Alors là, on va utiliser des outils qui sont des outils normés. Hein. Les enfants qui relèvent du LIS peuvent tout à fait passer les évaluations nationales en CP. Le but, en fait, de tout ça, c'est vraiment d'essayer de placer l'enfant, de placer l'élève sur une sorte de ligne virtuelle qui va du CP au CM2. Voilà, en mathématiques, il se situe à peu près dans ces compétences-là. Après, on a aussi, en tant que coordo, on a un dossier. Donc tout ça, ce sont des clés qui nous permettent de construire petit à petit le profil de l'enfant, ses besoins, de définir ses difficultés, ses réussites. C'est indispensable d'avoir une bonne connaissance du handicap ou du trouble qui est lié à l'enfant. On ne va pas apporter la même solution parce que le problème est différent. Tu viens de parler d'évaluation. Est-ce que tu parles d'évaluation positive ? L'évaluation positive. Alors pour le coup, je parle un petit peu une spécialiste, hein, donc je t'apprends rien si je te dis que l'évaluation positive, elle est essentielle en fait auprès d'enfants qui sont en difficulté. C'est des parcours qui sont souvent faits d'échecs pour ces enfants-là. L'estime de soi, elle est souvent en berne. Ils ont un regard sur eux en tant qu'apprenants qui est compliqué. Donc l'évaluation positive, elle prend tout son sens avec ces enfants-là. En fait, l'image qu'ils ont d'eux en tant qu'apprenants, elle est écornée. Et rien que le mot évaluation, à lui tout seul, il peut avoir des effets désastreux en fait sur ces enfants-là, sur leurs résultats même finalement, parce que ce sont des enfants qui, si on leur dit que c'est une évaluation, vont perdre tous leurs moyens et on va pas finalement avoir véritablement ce que l'enfant sait faire, hein, dans ce qu'il va être capable de produire. Face à un élève qui a des difficultés qui sont conséquentes, qui sont installées, c'est essentiel de privilégier justement cette évaluation positive qui va valoriser les progrès, qui va encourager les initiatives, l'investissement dans le travail. Ça signifie pas qu'on va illusionner ni l'enfant ni sa famille sur ce qu'il est capable de faire en se disant tout est beau, tout est rose. On ne leurre pas sur le degré d'acquisition, mais on va faire tout notre possible. Alors dans l'ULIS pour travailler dans cette zone proximale de développement et essayer de travailler au plus près des besoins de l'enfant et valoriser du coup, mettre en avant ses progrès, mettre en avant son investissement, sa capacité à se mettre au travail, à accepter la tâche, parce que des fois c'est aussi juste accepter de travailler, c'est déjà une réussite en soi. Et puis dans la classe de référence, on va tout faire pour permettre en fait de rendre la tâche accessible. On va aussi et surtout n'évaluer que ce qui est le sujet de l'évaluation, c'est-à-dire que on va pas multiplier les tâches à effectuer si le sujet de l'évaluation ça n'est pas l'écrit. Bon peut-être que c'est pas la peine d'évaluer l'écrit, peut-être même qu'on peut la faire passer à l'oral cette évaluation. Donc il faut vraiment cibler, c'est pour ça aussi qu'il faut être très précis sur l'objectif d'évaluation. Qu'est-ce que je cherche à évaluer? Qu'est-ce que je veux savoir de cet enfant? Et du coup, qu'est-ce que je vais lui demander? Il faut l'impliquer.
Il va falloir verbaliser ce que l'on évalue auprès de l'enfant pour qu'il sache ce que l'on attend véritablement de lui. Par exemple, moi sur le dispositif, j'ai un temps d'évaluation chaque semaine. Les enfants le savent, ils viennent individuellement à la table, on essaie de réfléchir ensemble, bah voilà, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? Qu'est-ce que tu crois que tu sais faire? J'ai vu que tu t'étais beaucoup entraîné sur les additions, est-ce que tu crois que tu es capable aujourd'hui de me montrer ce que tu sais faire sur les évaluations là, sur l'addition, sur... Ça nous permet aussi, quand on va l'évaluer, on va ajuster nos attentes en fonction du profil de l'enfant, en fonction de ses besoins. On va aussi essayer de le laisser refaire, retenter sa chance. Autoriser aussi qu'on refasse même des choses qu'on sait déjà faire, parce que c'est valorisant, parce que c'est important, c'est rassurant de voir qu'on a appris des choses, de voir qu'on est capable, qu'on sait encore, qu'on a fait quelque chose et maintenant on est vraiment installé dans sa compétence. Donc c'est important d'accepter ça, tout en l'encourageant finalement à sortir de sa zone de confort en disant voilà, t'as vu, là maintenant t'es un champion, là-dessus tu sais faire, vraiment tu gères, et on va essayer un tout petit peu plus difficile. Quelle place occupent les AESH ? Alors oui, dans le dispositif, on peut être amené à travailler avec une ou plusieurs AESH. Alors elles peuvent être collectives, c'est-à-dire que l'AESH cause, c'est celle qui va s'occuper, elle est notifiée en fait pour le dispositif, donc pour tous les élèves qui relèvent du dispositif. Et on peut aussi avoir des AESH mutualisés, donc là ce sont des AESH qui vont s'occuper de plusieurs enfants, mais 50% pour l'un, 50% pour l'autre, etc. Ou des AESH individuels, dans le cas par exemple d'enfants autistes, moi j'ai un petit garçon dans ma classe qui a une AESH juste pour lui, à 100% du temps, en tout cas du temps de présence de l'enfant. C'est nos petites fées, c'est nos bras droits dans les dispositifs, c'est important d'en faire des vrais membres de l'équipe pédagogique parce qu'elles le sont. C'est des gens formidables qui nous aident au quotidien, qui aident les enfants au quotidien, qui permettent l'accès à l'autonomie de ces enfants, à la fois dans le dispositif mais aussi dans les classes de référence. C'est-à-dire que l'AESH co du dispositif par exemple, elle va pouvoir accompagner les enfants dans les classes. C'est un petit peu mes yeux quand je suis pas là, donc c'est important qu'elle puisse connaître les enfants, qu'elle sache les projets qu'on a pour chacun d'eux, les profils de chaque enfant, leurs besoins, et puis qu'elle puisse nous rapporter voilà, ce qu'elle a vu, les difficultés que l'enfant a rencontrées, etc. Donc voilà, on les remercie beaucoup parce que sans elles, on aurait du mal à travailler. Mais avec toutes ces individualités, comment gérer l'hétérogénéité ? Le groupe hétérogène, c'est un peu la définition même du groupe de l'ULIS. L'hétérogénéité d'un groupe, on se rend compte même dans les classes ordinaires que c'est de plus en plus le cas. En ULIS, voilà, c'est des individualités vraiment qui se côtoient, qui n'ont pas du tout les mêmes profils et qui n'ont pas du tout le même âge. Pas du tout la même maturité, pas du tout la même autonomie, pas du tout les mêmes compétences. Alors, pour chaque domaine qui va être travaillé dans le dispositif, je vais définir des compétences pour chacun des enfants. Et puis on va essayer de les réunir pour quand même former des groupes, parce que l'idée c'est pas de faire du préceptorat et de faire du 1 pour 1. L'idée c'est de réunir dans un même groupe des enfants qui peuvent travailler sur les mêmes compétences. Ça veut aussi dire qu'on peut avoir un élève qui va être dans le groupe 1 en numération par exemple, mais qui va se retrouver dans le groupe 3 en français ou dans le groupe 2 en géométrie. Voilà. Dans l'ordinaire, on va faire des programmations. En ULIS, c'est plus compliqué parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile de prévoir le rythme d'acquisition des élèves. Faire une programmation à l'année, moi personnellement en tout cas j'ai jamais réussi, je trouve que c'est extrêmement difficile. On peut programmer ses apprentissages en se disant voilà, faire une progression de ses apprentissages en se disant bah voilà, je vais faire ça, puis je ferai ça, puis je ferai ça, puis quand ils seront prêts je ferai ça, mais la programmer dans le temps de l'année scolaire, c'est extrêmement difficile. Il faut apprendre à gérer l'hétérogénéité d'un groupe d'enfants qui n'ont pas du tout le même âge, donc pas du tout les mêmes compétences sociales, pas du tout la même autonomie, pas du tout les mêmes capacités au niveau des fonctions exécutives. Je vais faire un clin d'œil à mes collègues, mais pour le coup la classe flexible c'est une vraie réponse en fait à l'hétérogénéité. Les enfants qui sont en ULIS, c'est des enfants qui ont besoin de vivre les apprentissages souvent par le corps aussi, parce que ça fait plus de sens, donc ça nécessite forcément d'avoir aménagé son espace en conséquence. Le cadre, il va avoir son importance, et la classe flexible, elle m'a apporté ce regard-là aussi, quand est arrivé le flexible sitting. On s'est dit voilà, le flexible sitting, c'était pas pour suivre la mode, ça répondait à un vrai besoin, c'est-à-dire qu'un enfant qui va avoir un problème de concentration, si toute la journée je m'obstine entre guillemets à lui dire non, tu restes assis sur ta chaise et tu ne bouges pas, il va mettre toute sa concentration dans la réponse à ma demande qui était de rester assis. Et sa concentration, il va la perdre là-dedans. Donc on va proposer un cadre qui est fait à la fois de liberté, mais en même temps un cadre qui est suffisamment sécurisant. Donc la clé pour gérer l'hétérogénéité, c'est ces trois facteurs-là. C'est structurer son temps, structurer son espace et structurer ses apprentissages. Avec tout ce que tu viens de nous dire, on a peut-être envie de devenir coordo en ULIS. Comment faire ?
Il y a beaucoup d'enseignants qui sont nommés sur ce type de poste en tout début de carrière, là, parce que c'est des postes qui sont pas toujours pourvus au mouvement, et du coup on se retrouve un peu catapulté là, sans formation, sans expérience professionnelle, hein, donc c'est assez déstabilisant, donc on peut devenir coordo en Ulysse sans formation aucune. On a beaucoup d'enseignants qui ont atterri là un peu par hasard, et puis ils n'en sont jamais partis, parce qu'en fait on se rend compte que c'est un monde fascinant. Du coup on peut être nommé, mais pas à titre définitif si on n'a pas la spécialisation. Donc si on veut devenir enseignant spécialisé, on passe ce qu'on appelle le KPI. C'est un certificat d'aptitude qu'on va passer après quelques années d'enseignement, qui donne du coup accès au statut d'enseignant spécialisé et donc à la possibilité d'être titularisé sur un poste en Ulysse. Est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots sur ton livre coécrit avec Fabienne Ramon ? Fabienne Ramon, ça a été ma première conseillère pédagogique, donc le hasard des rencontres a fait que c'est avec elle que j'ai pu finaliser ce projet. On a fait le choix de faire un livre-outil qui va justement servir à tout le monde on l'espère, mais particulièrement aux jeunes qui débutent sur ces postes-là, qui sont particulièrement difficiles, leur donner les premières clés. On a axé en fait le livre sur les grands domaines qu'on va retrouver dans les référentiels de compétences de l'enseignant spécialisé. Donc on va avoir une partie qui va être enseignée, adaptée, une partie qui va être coopérée, communiquée, une partie évaluée, une partie inclure et une partie orientée. On peut aller picorer dans ce livre selon nos besoins. Donc c'est bourré de petites astuces, de petits billets d'humeur aussi, parce que y a plein d'incohérences dans la SH, donc c'est important de les souligner aussi. Il n'y a pas beaucoup d'écrits qui sont propres à la SH dans l'édition, donc on est fiers d'avoir contribué un petit peu à augmenter le nombre de livres qui font référence à ce joli métier qu'est le métier de coordo. Merci Adeline pour cet échange. Merci de nous avoir transmis ta passion et d'avoir partagé ton regard sur l'Ulysse, l'ASH et les enfants en situation de handicap. Je suis sûre que ces explications ont fait naître des vocations, des envies et peut-être même dissiper quelques craintes. Alors, si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.